Alors, Oui, parfait. Malheureusement, intéressant. Orange avait aussi un problème avec Flybox. Donc, j'espère que ça va être la dernière fois. Donc, je disais tantôt qu'on avait vu jusqu'à à la deuxième partie du cours, où on avait parlé de l'existence des trois phases principalement dans notre sol, où on a parlé du sol gelé, de la frange de gel, mais aussi du sol non gelé. Quand on est avec ces principes-là, on a vu les différents profils et on a vu en détail ces phases. Donc, quand on est avec la frange gelée, donc la frange gelée va se déplacer au fur et à mesure pour aller en profondeur. Et au niveau de la frange gelée, comme vous avez vu ici, au niveau du profil de la frange gelée, c'est la coexistence ici. C'est comme un peu comme vous voyez vos glaces. La partie superficielle est solide, mais à l'intérieur, il y a la coexistence de l'eau et des cristaux de glace. Donc, c'est à peu près la même chose qui va se passer au niveau de la frange de gel quand l'isotherme zéro va se déplacer. Donc, ici, c'est solide. Là, on va avoir et les cristaux et on va avoir la phase liquide. Et ici, ça, c'est le sol non gelé à la coexistence des trois phases solides, liquide et le vide. Donc, on avait dit qu'il y avait principalement ces trois zones. Et quand on est au niveau de la zone non gelée, on va avoir la migration de l'eau du bas vers le haut. Donc, au fur et à mesure que l'eau atteint le niveau de la frange par remontée capillaire, ça va jouer sur la température de l'eau et ce processus-là va jouer aussi sur le niveau de l'isotherme zéro qui va se déplacer en bas au fur et à mesure. Donc, quand on est au niveau de la frange de gel, il y aura la ségrégation de la glace, mais aussi la migration de l'eau va continuer vers le sol qui est gelé. Et quand on a ce sol gelé, il va, au fur et à mesure, le volume augmente et on va avoir le gonflement qui va se produire. Donc, ce sont ces processus qu'on avait vu la dernière fois et on a vu principalement ces trois phases-là. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller voir en profondeur quels sont ces processus et qu'est-ce que cela va impliquer au niveau de la congélation de notre sol. Donc, on va voir d'abord la ségrégation de la glace, ensuite on va parler de la migration de l'eau et enfin on va parler du gonflement. Donc, quand on est au niveau du processus de ségrégation de la glace, là, il faut comprendre que quand on a la congélation du sol, il y aura l'apparition de plusieurs phénomènes. Et parmi ces phénomènes-là, il y a l'isotherme zéro qui est l'un des paramètres importants à tenir en compte. Et quand on est au niveau de l'isotherme zéro, au fur et à mesure que la superficie de la glace au niveau supérieur est en train de s'augmenter, ça veut dire que l'isotherme zéro est en train de se déplacer pour aller en profondeur. Et au fil du temps que ça progresse au niveau de profondeur, généralement de façon parallèle à la surface du sol, on va voir que l'eau va se trouver sous forme de glace. Donc, la glace qui est formée sous forme de couches ou de strates va d'abord commencer avec des lentilles à proximité du front de gel. Et au fur et à mesure, il y aura la croissance de ces cristaux qui vont se faire perpendiculairement au front de gel. Donc, le plus souvent, vous allez avoir des faisceaux de glace sous forme d'aiguilles qui vont être parallèles. Donc, au fur et à mesure que vous avez votre frange de gel, qu'est-ce qui va se passer? On a ici, ça c'est le sol gelé. La frange de gel étant initialement ici, ça va se déplacer. Donc, quand ça va se déplacer, vous voyez l'isotherme zéro, ça veut dire déjà quoi? Au fur et à mesure que l'isotherme zéro est en train de se déplacer vers la droite, on va en profondeur, ça veut dire que la superficie occupée par le sol gelé va augmenter. Donc, ça veut dire quoi? Ici, il y aura la ségrégation de la glace qui vont être mis de côté, mais l'eau va continuer avec le processus de capillarité. Ici, l'alimentation étant continuelle et ici, avec la température. Donc, cette température étant en dessous de la température de congélation, au fur et à mesure, ça va se déplacer. Donc, l'eau qui remonte, au fur et à mesure que l'eau remonte ici, sa température va être en dessous de zéro. Donc, cette frange-là, avec la ségrégation au fur et à mesure, la dimension des cristaux de glace vont s'augmenter et ils vont se geler. Donc, en se gelant, la surface occupée par le sol gelé aussi va s'augmenter. Donc, l'isotherme va se déplacer au fur et à mesure qu'on bouge. Donc, cette frange-là va être la partie qui va nous permettre d'avoir la formation des cristaux de gel pour notre sol, mais aussi leur croissance au fur et à mesure que l'isotherme va se déplacer. Donc, à peu près, quand vous avez ces trois phases-là,
vous allez voir que l'eau contenue au niveau des pores qui sont larges, ils vont se cristalliser pour donner de la glace. Donc, à partir des larges pores, on va avoir des glaces qui se forment et ces cristaux de glace-là, ils vont attirer maintenant l'eau qui se trouve vers la partie inférieure. Donc, une fois que l'eau monte pour aller vers ces cristaux de glace avec la température, la différence de température qui se trouve là-bas et le niveau de l'isotherme zéro, ils vont se cristalliser. En se cristallisant en contact de la glace, ça va augmenter le volume occupé par ces glaces-là et l'isotherme étant plus bas. Donc, ça ne fera que augmenter ce volume et ce volume va pousser aussi le gonflement de notre échantillon de sol. Donc, ces cristaux qui vont être formés maintenant de façon continuelle avec l'apport de l'eau qui se trouve au niveau inférieur. On a vu avec les profils là, quand on est au niveau inférieur, on a le sol qui est non gelé, il y a la coexistence des trois phases. Maintenant, avec la frange de gel où on a la remontée capillaire, ça ne fera qu'augmenter au fur et à mesure la quantité d'eau présente au niveau de la frange de gel et avec la différence de température, il y aura de la formation de ces cristaux et ces cristaux qui sont ségrégés au fur et à mesure que on est au niveau de la frange capillaire. Donc, l'isotherme se déplace. Donc, on va voir que ces cristaux vont continuer de se former avec l'apport de l'eau par capillarité et ce qui va permettre d'exercer une pression verticale. Et cette pression verticale va permettre de pouvoir faire le gonflement au niveau de la partie supérieure de gel. Donc, principalement, trois éléments vont pouvoir nous permettre de comprendre ces éléments-là. Donc, l'eau contenue au niveau des sols grossiers, ils vont d'abord se congeler. Et au fur et à mesure que l'eau est congelée, donc l'eau contenue au niveau des pores qui sont petits vont rester non gelés. Maintenant, avec la formation de la partie gelée, donc il y aura l'attraction de l'eau par capillarité vers ces cristaux-là qui sont gelés. Maintenant, l'eau au niveau des petits pores qui vont avoir des affinités avec les cristaux de glace vont monter. Ils vont se déplacer et former de nouveaux cristaux. Maintenant, ces nouveaux cristaux vont être partie intégrante de la partie solide qui existe. Et au fur et à mesure, on va avoir l'eau au niveau des parties adjacentes qui vont se déplacer pour occuper les vides. Donc, on va avoir ce déplacement et ce processus va continuer jusqu'à ce que les cristaux de glace deviennent des lentilles de glace et au fur et à mesure, il y aura la consolidation qui va permettre à la partie solide d'adhérer les nouveaux cristaux qui sont formés et nous permettre d'atteindre un niveau plus bas pour la ligne isotherme et augmenter le volume occupé par les cristaux solides et entraîner le déplacement de notre sol au niveau de la partie superficielle. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport au processus résumé rapidement avec le déplacement de l'isotherme, mais aussi en se faisant une idée claire des trois phases, le sol gelé, la frange de gel, mais aussi le sol non gelé qui contient les trois phases et le processus de capillarité qu'on avait vu avec les notions précédentes. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on me reçoit jusqu'ici? Est-ce que je parle à moi-même? Mamadou, ça va? On me reçoit? Je peux continuer? OK. Donc, je vais continuer alors. Donc là, c'était, euh, en gros, on a parlé du processus de ségrégation de la glace, on a parlé de l'isotherme, on a une idée de comment se forment ces cristaux et comment la migration va se faire. Donc là aussi, on va maintenant parler de la migration de l'eau comme second processus. Alors, pourquoi l'eau va migrer vers le front de gel ou la zone des lentilles de glace? Donc, la première des choses qu'il faudra comprendre, c'est que la congélation avec la formation des glaces va entraîner le développement des forces de scission. Les forces de scission, c'est comme quand vous mettez du couscous dans le lait.
il y a un petit bruit qui va se faire sous forme de... Donc, ces petits dégagements qui vont se faire là, c'est-à-dire le vide qui sont au niveau de votre couscous, vont essayer maintenant d'aspirer l'eau qui est contenue. Donc, et c'est ce même processus qui va se passer avec notre sol. Une fois qu'il y a une frange de gel et qu'il y a la partie supérieure qui est là, donc à cause de ces forces de scission, l'eau contenue au niveau de la partie non gelée est aspirée vers la frange de gel. Donc, cette aspiration-là, ce phénomène-là va nous permettre d'avoir au niveau de la surface des volumes d'eau qui vont se trouver en profondeur et se congèlent lorsque ils vont atteindre le niveau de l'isotherme zéro. Donc, à partir de ce processus, on va, on va se dire comment concrètement ce processus va fonctionner. Et au niveau de la source de l'eau en profondeur qui existe, il peut être au niveau de la couche imperméable, comme ça peut être aussi au niveau de la couche de la nappe phréatique ou bien de la nappe versée. Donc, il va exister cette source d'eau et cette source d'eau, les pores qui vont être là, généralement de petite taille, au niveau des particules vont permettre, surtout quand on est avec du silt, le silt, il y a non seulement la remontée qui va être possible, mais aussi la perméabilité qui va être plus grande. Mais par contre, quand on est avec l'argile, l'eau va être, une partie de l'eau sera liée par des phénomènes d'électricité pour l'argile. Donc ça ne va pas mobiliser l'ensemble des quantités d'eau qui vont être là. Donc la source d'eau en profondeur et la capillarité qui est possible à travers notre type de sol vont permettre la migration de l'eau de la partie non gelée vers la frange de gel. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la zone de gel peut être alimentée par différentes sources. On a plusieurs sources, comme je le disais tantôt. On peut avoir des nappes phréatiques ou des nappes percées. Et à partir de là, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qu'on a comme information? Une fois qu'on a une nappe souterraine qui est percée ou bien qui est très haut, et il faudra que l'eau continue continue à alimenter la frange de gel. Donc, à une profondeur, généralement, quand on a 3 mètres de profondeur sur notre site, si on a la nappe phréatique qui se trouve à une profondeur de moins de 3 mètres, généralement, on vous déconseille de faire votre construction, surtout si vous avez la présence des sols comme le silt ou d'autres sols fins, parce que là, ils permettront facilement la remontée euh, par capillarité, ce qui va permettre de jouer de façon considérable sur le comportement de votre site. Maintenant, une fois qu'on a la remontée par capillarité, qu'est-ce qui va se passer? Avec la couche fine de sol, il va avoir une forte degré de remontée capillaire si on a du silt. Mais par contre, quand on a de l'argile, la perméabilité est faible. Donc là, de tels sols-là qui sont siltés, ils vont avoir des fortes capacités d'aspiration et à des grandes profondeurs. Donc souvent, il faut l'éviter pour pouvoir avoir la stabilité de votre structure et ne pas permettre de faire le gonflement ou quand il y a le processus de dégel qui va se produire de façon permanente, surtout si la nappe est très proche de votre site. Monsieur, qu'est-ce qu'une nappe thérapie? Comment? Thérapie. Qu'est-ce qu'une nappe thérapie? Qu'est-ce que? Une nappe thérapeutique. Phréatique. Ouais. Oh. La nappe phréatique, c'est comme quand vous creusez de l'eau. Arrivé à un certain niveau, on dit qu'on a atteint le niveau de l'eau. Donc, c'est le niveau de l'eau dans votre sol. Au fur et à mesure que vous creusez, il y a un niveau pour la nappe. Donc, pour qu'on puisse avoir l'alimentation continuelle en eau, il va falloir faire de façon continuelle le prélèvement du niveau de la nappe pour savoir où ça se situe. Donc, comme on l'a vu avec l'introduction, le sol, il y a une forte quantité d'eau dans notre sol. Et le niveau de l'eau dans le sol, c'est ce qui est le niveau de la nappe phréatique. Il y a des nappes qui peuvent être percées. Il y a plusieurs types de nappes qui ne sont pas forcément la nappe phréatique. Ok.
Les gars, ok, il faut toujours. 1, Il y a encore des points d'ombre dans la tête. 1. Y a-t-il d'autres points d'ombre dans la tête? Non, non, non. Ok. Donc là, on parlait de nappe, on parlait de remontée. La remontée, comme je le disais tantôt, elle est plus forte quand on a des sols qui sont siltés comparativement à d'autres types de sols. Maintenant, il faut aussi tenir compte du niveau de la nappe et ce niveau de la nappe aussi va permettre de faire l'alimentation continuelle de notre site. Et une fois qu'il y a l'alimentation continuelle, comme on a vu, l'eau va monter au niveau de la frange des gels et à partir de là, il y a le lysotherme qui va se déplacer et l'épaisseur de notre couche de sol gelé va s'augmenter, ce qui va aussi amener à des soulèvements. Donc là, il faut tenir compte du type de sol, mais aussi de la source d'eau pour la congélation. Donc, quand on parle des sources d'eau, au niveau de la zone, ça peut être alimenté par différentes sources. Quand on a des sols fins qui sont sous la zone de gel, ça veut dire quoi? Que si le sol est très saturé, ça seule présence déjà qu'on a des sols fins qui sont sous la zone de gel et qui sont saturés, il va pouvoir alimenter parce que les sols fins ne se laissent pas traverser facilement par l'eau. Et déjà que ça soit saturé, ça peut être une source d'alimentation, ce qui va permettre une importante formation des lentilles au niveau de notre frange de gel. Donc là, c'est un premier cas. Et ça, c'est des choses que vous voyez généralement ici. Et ici, ça, c'est la nappe phréatique qui se trouve à un niveau donné, mais aussi, on peut avoir des nappes qui sont percées. Donc, il y a des nappes qui vont être percées où il y a la présence du niveau de l'eau. Et ces niveaux de l'eau, avec l'interaction avec les différents éléments, surtout si c'est des sols qui contiennent du silt, il va y avoir des processus de remontée qui vont jouer sur la frange d'échelle au fur et à mesure que la température bouge. Et là, ça va jouer sur la structure. Donc, il y a l'apport continuel de l'eau qui va être là et les lentilles des glaces ou des cristaux qui vont se former vont avoir le temps de se développer de façon rapide et en profondeur, ce qui va atteindre au fur et à mesure qu'on atteint le niveau et l'eau va remonter. Donc, cette alimentation est faite de façon continuelle et les cristaux de glace vont être plus gros et faire déplacer euh, les différentes épaisseurs des couches qui sont sous-jacentes au niveau de notre route et ce qui va amener à des fissures et des tassements pour notre structure. Donc, quand vous avez le sol qui est limoné ou silté, il va avoir une forte remontée capillaire qui va être causée par sa présence. Donc, cette forte remontée capillaire, bien que le niveau de la nappe soit profond, ça veut dire que même si on est au-delà de 3 mètres là, avec la présence seule du silt, ça peut favoriser facilement l'alimentation continuelle de nos différents éléments. Et ainsi, la frange capillaire va avoir le temps de bien se développer et contribuer à faire la ségrégation des cristaux qui vont se former. Cette ségrégation va finalement augmenter la quantité de cristaux de glace qui vont se faire euh, au niveau de la frange gelée. Et cette frange gelée va, au fur et à mesure, entraîner le déplacement des différents éléments de notre structure de sol. Donc, ça aussi, c'est des cas où on peut voir l'apport de l'eau, même si c'est limité, dans ce cas-ci. Donc, dépendant du type de sol que vous avez, que ce soit saturé ou pas, ou bien dépendant du fait que vous avez le niveau de la nappe phréatique à des profondeurs données, il faudra tenir compte de ces éléments de remontée pour savoir, avec le type de sol que vous avez, quelles sont les stratégies pour limiter l'apport continuel. Donc, l'alimentation en eau, son rôle, il faut distinguer, généralement, on peut les classer en deux cas. Donc, si l'alimentation est faite de façon constante, ça veut dire que la nappe phréatique va permettre la formation des lentilles qui vont être nombreuses et réparties sur le long du profil. Ça, c'est un premier cas de figure où on a l'alimentation constante qui est faite. Mais par contre, si l'alimentation latérale est faible, en ce moment, on va observer une décroissance du nombre de lentilles au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller en profondeur.
Donc, l'eau qui va être aspirée vers le front des gels va conduire généralement au dessèchement des parties. L'eau qui va être attirée vers le front des gels va conduire au dessèchement des horizons qui sont au niveau plus profond. Donc, ce qui va jouer sur la caractérisation des différents éléments qui vont se trouver en profondeur. Et là, l'alimentation latérale étant faible, ça va jouer sur la répartition et non seulement, et aussi la formation des cristaux qui vont se faire au niveau de la frange des jets. J'ai l'impression de parler beaucoup et moins les réactions. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend tout ce que j'ai dit? Est-ce que Tatis, elle est partie. Suleiman Keta. Le micro de Suleiman n'est pas activé. Véronique, ça va jusqu'ici? Oui, ça va. Fatmata, on parvient à suivre? D'accord. Donc, on a vu les deux cas pour le rôle de l'alimentation et on a distingué les deux cas. Donc, si l'alimentation est constante, mais s'il y a aussi le cas où l'alimentation latérale est faible. Alors, le gonflement, de quoi il s'agit, le mécanisme et qu'est-ce qui va se passer? Au faire, oui? Et si l'alimentation est grande, Si l'alimentation est, augmente. si l'alimentation augmente, ça veut dire que la formation des cristaux de glace aussi va être accélérée au fur et à mesure que nous sommes en train d'alimenter la frange. Et généralement, dépendant du type de sol, si c'est plus limoné ou silté, là, ça va favoriser l'augmentation continue de l'alimentation vers la partie supérieure. Donc, ça ne pourra que faire pire que le cas constant. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, on parlait du gonflement. Maintenant, pour le gonflement, au fur et à mesure qu'il y a l'accroissement du volume, au niveau de la formation des lentilles, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'expansion maintenant du sol. L'expansion du sol qui va se faire vers le haut de façon générale va se manifester avec une élévation qui va se faire de façon verticale au niveau de la surface. Donc, ça peut aller jusqu'à quelques centimètres dans le cas d'un sol qui est riche en alimentation en eau. Donc, ces mouvements-là, ils vont être cumulatifs. Au fur et à mesure qu'il y a l'alimentation et que les cristaux sont formés, il va y avoir la formation avec la ségrégation des cristaux de glace. Il va s'accumuler l'augmentation de l'épaisseur de la couche de gelée. L'augmentation de cette épaisseur de couche gelée va se traduire avec le déplacement au niveau de la partie supérieure. Et cette élévation verticale-là va se faire de façon cumulative jusqu'à ce que l'ensemble des volumes déjà gelés se trouve soulevé par la croissance des nouvelles lentilles. Donc, au fur et à mesure qu'il y a la formation en profondeur des nouvelles lentilles, il y aura l'accumulation et il y aura ces déplacements qui vont se faire. Donc, ces mécanismes-là, de façon plus pratique, comment ça va se passer. Donc, l'eau qui se trouve ici va monter et au fur et à mesure que ça monte, on aura les lentilles qui vont se former ici. Et au fur et à mesure que ces lentilles sont formées, on me dit que la connexion est instable encore. C'est chaud, hein, aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure que ces lentilles qui vont se former, il y aura ces gonflements. Donc, il y aura le déplacement de la partie superficielle de notre frange gelée. Ainsi, si on a une route ou d'autres structures qui sont déplacées, sont là-dessus, ça va entraîner des tassements. Donc, ces tassements-là va nous permettre de mieux observer. Si l'ensemble de l'espace se tasse, là, généralement, on n'observe pas. Mais si ça se fait de façon différentielle, à ce moment, on va voir que il y aura des déplacements d'un côté plus que de l'autre côté, ce qui va amener à la formation des fissures.
Donc, le soulèvement vertical peut amener à des fissures et ces fissures-là nous amènent à des endommagements de nos structures. Ça peut être la fondation du bâtiment, ça peut être des pistes d'atterrissage, ça peut être du pipeline, ça peut être aussi des routes. Donc là, c'est pourquoi il faut tenir compte de ces processus de gonflement, de gel, de dégel, pour pouvoir faire des dimensionnements des structures durables, mais aussi de façon régulière, faire des entretiens qui vont nous permettre d'atteindre, de minimiser le risque et renforcer la durabilité de nos structures. Monsieur, Oui. le système que vous avez expliqué Ici, non, en haut de ça. ici, Oui, j'ai pas très bien compris. justement ce qui est expliqué là. Qu'est-ce qui se passe ici? En profondeur, on a l'eau et on a l'alimentation. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe ici? L'eau va monter par capillarité et on est au niveau de la frange de gel ici. Donc, quand on est au niveau de la frange de gel, ça veut dire que l'isotherme va se déplacer au fur et à mesure, il y aura la formation des cristaux. La formation des cristaux va se faire et il y aura la ségrégation des glaces. Donc, ils vont être mis d'un côté et ils vont s'ajouter à quoi? À la partie déjà gelée, n'est-ce pas? Donc, si c'est ajouté à la partie gelée déjà, ça veut dire quoi? Qu'il y aura l'accumulation des glaces qui vont se faire. Donc, ce sol est gelé et on va se déplacer. L'isotherme va se déplacer pour la partie profondeur. Donc, l'augmentation déjà des glaces va amener à l'augmentation du volume de cette partie. C'est comme quand vous prenez de l'eau et vous mettez dans un contenant, vous mettez au frigo. Si c'est glacé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un petit gonflement. Donc, ce gonflement est dû à des processus internes. Donc, une fois que c'est gonflé, là, c'était une surface plane. Est-ce que, si ça, c'était une surface plane, est-ce qu'elle va rester plane? Je vous dis. Comment? Allô? Si ça, c'était une surface plane déjà, l'eau liquide, il y a une Oui. surface plane. Maintenant, une fois que c'est gelé, est-ce que ça va rester plane? Hein? Quand vous mettez votre glace, l'eau dans le sachet et que vous mettez au frigo, une fois que c'est gelé, la forme du plastique, là, est-ce que ça va rester plan comme ce qui était initialement avec l'eau? Non. Non, il va y avoir un petit gonflement. C'est ce gonflement aussi qui va se passer ici. Donc, il y aura un gonflement et ce gonflement va jouer sur la forme initiale de votre structure. Si c'est une route qui est construite ici, il va y avoir des petits gonflements liés à la formation de la glace et au processus physique qui va se passer. Donc, ce petit gonflement va amener à des tassements, donc des petits déplacements au niveau de la superficie de votre structure. Donc, c'est ce qui va se passer ici, c'est ce qu'on observe là. Vous voyez, avec la formation, il y aura des pressions qui vont se faire ici. Ces pressions vont jouer sur la surface de votre structure routière. Et au fur et à mesure que cela est cumulé, ça peut amener à des fissures, donc des points de crack ou des nids de poules que vous voyez au niveau de vos routes de façon régulière. C'est clair maintenant? Oui. Parfait. Où est-ce qu'on en était? On avait vu ça, la proportion. On était ici, n'est-ce pas? Donc, pour la proportion, la hauteur absolue du soulèvement, généralement, est égale à l'épaisseur cumulative des lentilles. Donc, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que les lentilles se forment, ils vont s'accumuler. Quand ils vont s'accumuler à la fin du processus, la hauteur cumulative des lentilles va être à peu près ce qui va être poussé vers le soulèvement de notre structure de route. Donc, c'est pourquoi il est important de noter non seulement le gonflement, qui n'est pas causé seulement par l'augmentation du volume de l'eau lors du passage de l'état solide, de l'état liquide à l'état solide, parce qu'il y aura
comme on l'a dit pour le cas de la glace, quand ça va passer de l'état solide, de l'état liquide à l'état solide, il y aura un gonflement, mais ce n'est pas seulement ça qui va être la cause du gonflement pour notre structure. Mais il faudra aussi tenir compte du gonflement supplémentaire qui va être dû au processus de remontée capillaire de la zone de gel et de son accumulation au fur et à mesure qu'on va avoir la congélation de cette partie-là. Donc, de façon générale, quand l'eau quitte l'état liquide pour aller à l'état solide, il y aura une augmentation en volume de 9%. Quand on quitte l'état liquide à l'état solide et que c'est gelé, de façon générale, l'eau va avoir une augmentation de 9% en volume. Mais par contre, avec le processus de gel qui est fréquemment alimenté avec une source d'eau, donc l'épaisseur de notre partie gelée peut avoir une augmentation de 20 à 30% quand on compare à l'épaisseur initiale de la couche. Donc, vous voyez initialement, si vous avez votre route avec la couche de base de 15 cm, par exemple, ou de 20 cm. Donc, au fur et à mesure que vous avez ce type de soleil, que le processus de gel et de dégel est là, avec une augmentation de l'épaisseur ici, s'il y a une source d'eau en alimentation constante au niveau de la nappe, vous voyez qu'il y aura l'augmentation d'environ 20 à 30%. Donc, initialement, les proportions dans lesquelles vos éléments de structure étaient ne vont pas être là à la phase finale quand il y a eu ce processus de gel et de dégel. Ainsi, ça va avoir la conséquence sur la stabilité de votre structure. Donc, habituellement, vous allez avoir dans le sens vertical, mais de façon générale, ce n'est pas obligé que le déplacement se fasse toujours dans le sens vertical, car il y a des études qui ont démontré que le gonflement du soulèvement va être dépendante du transfert de chaleur aussi. Et le transfert de chaleur n'est pas nécessairement dans le cadre de vertical à tout moment. Euh, ok. Suleiman qui t'a dit qu'il a un problème de son, il ne sait pas s'il est le seul. Fatma t'a dit que ça va chez elle. Donc, Suleiman, j'ai peut-être te déconnecté, te reconnecter pour revenir. En même temps, le cours est en train d'être enregistré aussi, ça peut aider. Yeah. Donc, la direction du gonflement, de façon générale, on part dans le sens vertical, mais pas toujours. En gros, c'est ce qu'on retient pour cette partie. Donc, le transfert de chaleur aussi va avoir des conséquences sur le mécanisme de gonflement. Alors, quelles sont les conséquences sur les ouvrages de génie civil? Il y en a plusieurs conséquences. Quand on a le gonflement qui est entraîné par le gel, ça peut amener à l'endommagement des structures. Donc, la sévérité de l'endommagement va dépendre considérablement de la nature du gonflement. Donc, quand on a un gonflement uniforme, de façon avec le tassement uniforme, le dégât va être faible parce que toute la structure va se déplacer de façon uniforme si la texture et la composition du sol ne changent pas. Avec des éléments comme la couverture, la vitesse de congélation, mais surtout l'apport de l'eau qui vont affecter cette zone de congélation. Donc, ces éléments-là vont avoir les mêmes effets sur toute l'étendue de la zone. Donc, il sera très difficile de détecter de façon très prononcée la différence entre une partie et une autre partie. Dans ce moment, on a des effets ou des dégâts qui vont être faibles quand le tassement est différentiel ou bien le gonflement est, quand le tassement est uniforme ou bien le gonflement est uniforme. Suleiman dit qu'il ne comprend pas du tout. Il pourra se reconnecter. Je ne sais pas s'il est revenu. Attends, je vais juste checker. Ouais, Suleiman Keta, je pense que ça doit être correct maintenant, hein. Tu peux nous confirmer? Ok, je continue.
Par contre, quand le soulèvement est différentiel, autrement dit, le gonflement différentiel, les soulèvements vont être inégaux. Donc, une partie va se lever plus que l'autre. À ce moment, le dégât, il va être important. On va avoir la variation au niveau de la couverture du sol, mais aussi au niveau de l'apport d'eau. Et ce qui va permettre d'avoir des variations au niveau du type de sol qui peut causer ce type de gonflement. Et ce type de gonflement différentiel va avoir non seulement des conséquences sur la stabilité de l'ouvrage, mais aussi sur la sécurité et la santé des personnes qui y vivent à côté. Parfait, Suleiman, on est content. Donc, quand le gonflement est différentiel, en ce moment, les dégâts vont être importants et ça peut même aller jusqu'à l'écroulement de notre structure. Conséquences sur le ouvrage, ça c'est quelques exemples que vous avez, l'effet du gonflement sur la route. Vous voyez ici la formation des lentilles. Ça peut amener à des gonflements ici et le revêtement étant là initialement, c'était avec un niveau bien déterminé. Donc, il y a une partie qui va se fissurer, il y a d'autres parties où le revêtement va être correct. Et je pense qu'au Mali, on est tellement habitué avec ces gonflements et ces retraits, dépendant du type de sol qu'on a, surtout quand on a l'argile au niveau de notre couche de base ou de fondation. Donc, il y a aussi le gonflement au niveau des pipelines. Initialement, tout a été couvert, mais au fur et à mesure, avec le sol qui suit son comportement et l'effet des éléments liés à l'eau et au climat, vous voyez finalement comment est notre pipeline par rapport au site initial. OK, donc on a vu le gonflement, on a vu les conséquences. Là, il faut maintenant se faire une idée de la susceptibilité au gel. Pour la susceptibilité au gel, il y a principalement trois conditions qu'il faudra tenir compte. Est-ce qu'il y a la présence des sols qui sont sensibles au gel? Est-ce qu'il y a la source d'eau qui va continuer d'alimenter le front de gel? Mais aussi, est-ce qu'on a la température de congélation qui va nous permettre d'atteindre l'isotherme, être en dessous pour pouvoir le faire? Et la susceptibilité du sol dépend de son potentiel de ségrégation de la glace. Quand vous avez des graviers ou des sables ou des sols qui sont grossiers, généralement, ces types de sols-là, ils sont peu sensibles à l'action des gels. La remontée est faible. Comme on l'a vu plus tôt avec le cours, le processus de remontée est plus fort avec les sols qui sont fins. Donc, l'eau continue dans les sols qui sont grossiers va se congeler sur place et sans ségrégation. Et ça va permettre très peu d'alimenter de façon superficielle au niveau du dessus. Mais par contre, quand on est avec les sols qui sont siltés, ils sont très sensibles avec l'action de gel parce que la remontée capillaire est importante quand on est avec les sols siltés. Donc, la force de succion est vraiment importante et la perméabilité est relativement grande. Donc, avec la perméabilité qui laisse passer l'eau et aussi la capillarité qui est élevée, donc ça va favoriser la circulation de l'eau de la partie inférieure vers la frange de gel, ce qui va permettre la formation continuelle des cristaux de glace et avoir des conséquences. Par contre, quand on vient avec le cas de l'argile, la sensibilité va être moyenne. Pourquoi? Parce que la force de scission, elle est importante, mais pour l'argile, pour que l'eau puisse traverser l'argile, sa perméabilité est très faible. Donc, vu que la perméabilité de l'argile est faible, donc le processus de remontée capillaire aussi va avoir des effets réduits en termes de perméabilité. Donc, l'alimentation de cette frange-là ne sera pas continuelle comme si on a le cas du silt. Donc, en gros, quand on a les sols qui sont grossiers, on va avoir peu de sensibilité à l'action des gels. Quand on a les sols qui sont très fins, comme l'argile, on va avoir la sensibilité qui est moyenne. Mais par contre, quand on a un sol silté entre les deux, où la capillarité elle est importante et aussi la relative perméabilité du silt, ainsi, ça va permettre l'alimentation continuelle de la frange de gel, ce qui va permettre la formation des cristaux qui vont être ségrégés et s'ajouter à la partie déjà gelée et ainsi augmenter la formation des cristaux.
est-ce qu'on traite les sols avant de les utiliser sur le terrain pour le retrait et le gonflement? Dépendant du projet, Fatmata, il y a des cas où vous allez identifier d'abord le sol, vous faire une idée de ses propriétés. Et si vous voyez que les propriétés ne sont pas euh, conformes aux clauses du cahier de charge, dans ces moments, souvent, vous pouvez être amené à l'améliorer, à renforcer, ou bien souvent même changer, ou bien faire des apports pour pouvoir euh, renforcer certaines propriétés avant de faire votre construction. Donc, dépendant des cas, ça peut être amélioré, renforcé ou même enlevé pour remplacer. Est-ce que ça répond à la question? Monsieur, Alors, monsieur, Oui. la question c'était quand on traite le terrain avant usage. Maintenant, est-ce qu'après ce traitement, le terrain sera encore sujet de gonflement ou de retrait? Oui, quand vous traitez, dépendant du niveau de la nappe phréatique, l'alimentation peut venir ou pas. Maintenant, si vous traitez et que vous avez des sols qui sont très peu sensibles, si c'est du gravier ou du sable, on aura l'action des gels qui va avoir moins d'impact. Mais le niveau de la nappe avec l'infiltration de l'eau, les changements climatiques et autres là, si c'est un site qui est traité mais qui a la présence du silt, la remontée va continuer. Si le niveau de la nappe ou l'alimentation de la nappe est près de votre site, oui, ça va continuer. Mais quand vous prenez des dispositions, on va le voir plus bas pour pouvoir faire des déviations, rabaisser à chaque fois le niveau de la nappe, oui, vous pouvez contrôler les impacts sur votre site de façon continuelle. Ai-je compris la question ou quand on traite le sol avant usage, est-ce que le terrain sera... OK. On traite le sol avant usage, est-ce que le terrain sera encore sujet? Oui, le retrait gonflement, ça peut venir, même si vous faites le traitement. Le traitement ne garantit pas chaque fois à 100%, mais il y a des techniques de construction qui peuvent vous permettre de limiter les dégâts. Souvent, il y a des traitements que vous pouvez faire pour renforcer la capacité haute, qui ne garantit pas que la nappe va rester constante à un niveau plus de 3 mètres, par exemple. Donc, ces trois éléments, si c'est du sol grossier, c'est peu sensible à l'action des gels. Si c'est du sol silté, ça va être très sensible aux actions des gels. Mais si c'est du sol argilé, c'est moyennement sensible. Donc, quand vous regardez ces trois éléments, on a l'épaisseur ou la dimension des sols, mais on a aussi la pression. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand on est avec le sol grossier, la scission, elle est faible et la scission, elle est forte quand on est avec du sol fin. Donc, la scission augmente au fur et à mesure que la taille des sols diminue. Mais par contre, la perméabilité, elle diminue au fur et à mesure que la taille des sols diminue. Donc, quand on est ici, on a la scission qui est faible, mais la perméabilité est élevée. Donc là, il y a peu de sensibilité. Quand on est ici, la scission, elle est forte, mais la perméabilité est faible. Donc, l'alimentation, elle n'est pas faite de façon continuelle. Mais par contre, quand on est dans ce cas-là, vous voyez ici, la scission, elle est considérable, mais aussi la perméabilité, elle est considérable. Donc, dans ce cas-là, il va avoir plus d'impact sur l'alimentation continuelle de la frange de gel, ce qui va permettre de former plus de cristaux et jouer sur notre structure de sol. Donc, le 4-3, le sol silté va avoir plus de conséquences sur la stabilité de la structure. Oui. Est-ce qu'on doit, et entre la perméabilité et la succion, qu'est-ce qu'on doit, et on doit tenir compte de quels facteurs? On fait une combinaison de ces deux-là pour pouvoir minimiser. Donc, quand on est avec le silt, on a la scission qui est faible, forte et la perméabilité aussi est considérable. Donc, dans ce moment, il va avoir plus la formation des cristaux. Mais ici, vu que la perméabilité est faible, ça veut dire que l'alimentation peut être perturbée. Et ici, vu que la scission elle est faible, ça veut dire que la remontée capillaire aussi va être faible. Donc, dans les deux cas, les techniques constructives peuvent être là, mais quand on est avec un sol, un site qui a plus de silt,
En ce moment, ça veut dire qu'on a plus à faire par rapport aux dispositions constructives ou bien au renforcement pour pouvoir limiter l'effet du gel et du dégel. C'est bon? Oui, merci. OK. Donc, on continue. Alors, on a vu le gel. Maintenant, on va voir le dégel. Le gel, la formation des cristaux et tout. Le dégel, maintenant, c'est que le dégel, les lentilles contenues dans le sol vont maintenant fondre. Ils peuvent se fondre du haut vers le bas, du bas vers le haut, et on peut aussi avoir les deux en même temps. Ça va dépendre et de la température et de la période à laquelle l'air va rester à cette température. Donc, pour pouvoir se faire une idée de dans quel sens le dégel va se faire. Maintenant, lors du dégel, il y a plusieurs phénomènes qui vont se produire aussi et qui vont être les phénomènes inverses de ce qui se passe au niveau du processus de gel. Donc, la fusion de la glace va se faire. Il y aura un apport de calories qui est là. Donc, plus le sol contient de la glace, plus sa fusion va être lente. Ça va prendre du temps. Donc, il y a des secteurs qui peuvent avoir plus de glace et ne pas fondre totalement pendant la période où il y a la forte chaleur, autrement dit l'été. Mais cela ne garantit pas qu'il y a le Pierre Gélisol qui est là pour expliquer la règle. Pierre Gélisol, ce n'est autre chose que une partie du sol qui peut rester gelée pendant plus de 2 ans. Donc, généralement, quand on est dans des zones comme la Russie, le Canada, on voit ça régulièrement, où il y a des parties qui peuvent être gelées pendant 2 ans. Et leur fonte peut dépendre du changement climatique et de la forte chaleur. Mais ça peut quand même rester pendant 2 ans gelé sans pour autant se transformer en eau. Donc, Et conséquence, si ça dépasse 2 ans? si ça dépasse 2 ans, ça veut dire que la garantie pour la stabilité de rester solide n'est pas forcément donnée. Donc, c'est pourquoi quand tu fais tes dispositions constructives et qu'il y a la présence de pierres gélisson, il faudra tenir compte de leur variabilité et de la force que ça peut perdre ou pas perdre. Donc, à chaque 2 ans, on doit renouveler. Non, pas chaque, on doit faire des suivis, ils appellent ça le monitoring, tu fais le suivi de façon régulière pour pouvoir voir comment est l'évolution de ton site et comment est l'évolution de l'alimentation en eau aussi, qui va permettre de faire la fonte aussi de la partie pierre gélisson. Mhm. Alors, quand le dégel se fait du haut vers le bas, la température va passer de façon brusque des valeurs qui sont inférieures à 0 vers des valeurs qui sont largement supérieures à 0. Et ils vont rester à ces valeurs-là pendant une longue période. À ce moment, le dégel va s'amorcer depuis la surface et la fusion de la glace qui va être concentrée en surface va conduire à la saturation des horizons superficielles. Et quand il y a la saturation de ces horizons-là, la partie en profondeur aussi qui est gelée vont être imperméables, qui vont empêcher l'infiltration. Donc, directement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'eau qui est sur la partie glacée de façon pérenne pendant longtemps. Donc, comme conséquence, à un moment donné, ça va lâcher au niveau de la partie inférieure. Maintenant, quand on a le dégel qui va se faire du haut vers le bas ou du bas vers le haut, généralement, ça veut dire que la température de l'air va rester juste au-dessus de 0 et pendant longtemps. Donc, quand on a la température juste au-dessus de 0 pendant longtemps, ça veut dire que du haut vers le bas ou du bas vers le haut, les deux parties peuvent être fondues. Donc, maintenant, quand on a le processus de boulance, qu'est-ce qui va se passer? Quand la température va rester au-dessus de la température 0, pendant un temps qui est assez long, donc la vitesse de fusion de la glace du bas vers le haut va se faire de façon plus rapide.
que celle du haut vers le bas. Donc, en ce moment, on va avoir la partie superficielle qui va sembler solide, et la partie inférieure est en train de se fondre à une température plus élevée. Donc, en haut, on va croire qu'on a une structure solide, mais en bas, c'est en train de laisser. Donc, c'est pourquoi à un moment donné, il y a des gens, tu peux les voir en train de conduire sur une route, et à un moment donné, s'il y a une charge plus élevée qui ne peut plus tenir l'épaisseur de la partie superficielle, il va juste avoir l'écroulement. Donc, il y a des cavités qui vont se former. Ce n'est pas exclu de voir dans certains pays quelqu'un en train de conduire, pop, sa voiture disparaît directement en profondeur, et ça trouve déjà qu'il y a une petite épaisseur qui tenait, et en bas, il y a déjà l'eau, et la partie est dégelée. Donc, c'est ça qu'on appelle boulance due au dégel. Et vous allez voir si on a la chance de continuer avec la deuxième partie de ce cours-là. On va voir la liquéfaction du sol aussi, qui est le processus du fait que le sol va quitter la phase liquide pour aller vers la phase solide vers la phase liquide, avec l'augmentation de certains éléments qui vont faire perdre la portance du sol, et le sol va se comporter comme un liquide à la limite. Donc, effet du dégel, on en a de façon considérable, et de façon plus générale. À la fin de l'été, les structures du sol vont avoir à peu près 30 à 70% de leur résistance normale. C'est pourquoi il y a des restrictions qui sont souvent consignées à la fin des périodes d'été pour pouvoir limiter les conséquences des endommagements de l'effet du gel et des dégels sur les structures, afin de limiter les dégâts. Ça, c'est quelques effets que vous pouvez voir ici. Et dans ces pays-là, comme aux États-Unis, vous pouvez avoir des millions de dollars seulement en entretien routier par an pour pouvoir, réparer les conséquences de l'effet du gel et du dégel. Et il y a des nids de poules de façon régulière. Rassurez-vous, ce n'est pas seulement au Mali qu'on voit ça, mais généralement aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays qui ont cette forte présence d'hiver et d'été, ils ont aussi des fissures. Et voilà une autre image avec des conséquences de l'effet du dégel sur la route. Le réchauffement climatique, on veut le faire avant la construction vite bien de façon économique, tout en protégeant l'environnement maintenant. C'est ce qui est ajouté. Voilà des conséquences qui peuvent venir aussi avec des parties actives du sol qui, pendant l'hiver, ils sont solides. Pendant l'été, ils vont être à peu près liquides. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ou prévenir l'effet des dégels? On peut rabaisser le niveau de la nappe de surface. Donc, quand on a le niveau de la nappe, on peut pomper au-delà de notre zone pour pouvoir rabaisser son niveau. Si c'est rabaissé, ça permet de limiter l'alimentation de la frange de gel. On peut enlever ou éviter les sols qui sont sensibles. Donc, essayer d'éviter la construction avec ces sols sensibles, enlever. Mais si c'est une route, ça va être très difficile de tout enlever. Donc, on peut aussi essayer d'ajouter, de faire des apports pour pouvoir réduire leur présence ou leur composition. On peut installer aussi des couches isolantes si c'est des petites structures de surface pour pouvoir limiter le contact avec l'eau. Il faut déneiger. À chaque fois qu'il y a la neige, au lieu de laisser stagner et qui vont se fondre, il faut déneiger de façon régulière pour pouvoir limiter. OK. Donc, je pense que c'était Tatis qui avait une question qui a été répondue. Merci à Fatoumata. Bon, voilà en gros ce qu'on voulait vous dire sur l'eau dans le sol. Résumé, ça c'est la première partie du cours de mécanique des sols. La seconde partie, ça devrait être l'introduction à la mécanique des sols de façon plus détaillée avec les calculs des contraintes. Et ensuite aller en détail par rapport au calcul des fondations, parler un peu de la mécanique des roches. S'il y a des questions pour moi,
Je serai très heureux de l'apprendre. Sinon, ça a été un plaisir d'amener jusqu'à aujourd'hui ce cours. Donc, on vient de finir l'objectif des parties théoriques. S'il y a des questions, je suis à vous. OK. Donc, il n'y a visiblement pas de questions. Je vais essayer d'inviter Prosper selon son emploi du temps pour, pour, pour un dernier laboratoire, si le temps le permet, avec la perméabilité du sol. Ensuite, on va essayer de faire une petite interrogation générale pour tester les connaissances acquises. Et à partir de là, nous faire une idée de qui va avoir l'attestation ou pas. Mais que vous ayez l'attestation ou pas, sachez que les notions acquises vont rester. Et c'était ça notre objectif principal, vous permettre de connaître certaines choses au-delà de vos cours de base et aussi renforcer pour ceux qui sont les professionnels leurs connaissances en mécanique. Et j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez pu apprendre des choses pendant cette courte période. Désolé pour les interruptions, ce n'était pas dépendant de notre volonté. Il fallait soutenir la thèse, il fallait revenir au pays, il y avait d'autres urgences, c'était chaud. Il y a des moments aussi, c'était l'Internet. Donc, on s'en excuse. Et s'il y a des questions, des commentaires pour aujourd'hui, je le prends. Sinon, on se donne rendez-vous au niveau de nos forats pour planifier pour le TP, ensuite le devoir. Je suis à vous pour la... Monsieur, on peut vous poser des questions après, non? Oui, vous pouvez envoyer des courriels, vous pouvez écrire au niveau de la discussion sur WhatsApp. Oui, Ok, merci. pas de souci. L'examen, on va vous informer, Fatmata, quand ça va se décider, la date. Pour le moment, on n'a pas décidé d'une date, mais on vous donnera assez de temps pour pouvoir vous préparer. Monsieur, l'examen, c'est par email aussi. Hein? Tout se fera en ligne. Mhm. Oui. Ça va être des petites questions de développement et des petites questions à choix multiples. Et peut-être quelques... Donc, vous traitez, vous avez vos photos, vous scannez, vous envoyez par email et on est bon. Ça va dépendre de la forme. Ça va dépendre. De la forme qu'on va vous donner. Si c'est des QCM, il faut juste mettre des choix multiples et c'est envoyé comme vos devoirs. Et si c'est des exercices aussi, on vous donne le temps de traiter. Chacun va prendre la photo de ce qu'il a écrit et mettre tout dans un document Word. Il envoie par email et on va regarder et corriger. Alors, Suleiman, Mamadou, Tatis, est-ce qu'il y a des questions? OK, visiblement non. Donc, on vous souhaite oui, en principe, on doit l'avoir pour ce mois-ci, le mois d'octobre. Mais on vous viendra avec les détails, Fatmata, pour les devoirs et l'examen et tout. Donc, espérant que vous avez appris quelque chose pendant cette phase, on vous souhaite de passer une excellente semaine et plein succès pour vos projets futurs. D'ici là, on va rester en contact. Oui, les notes vont venir, Suleiman. Les assistants vont venir aussi avec les notes.
Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le cours. On va arrêter la discussion ici. On continue au niveau de nos forums. Merci et excellente soirée à vous.